Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. C'est la politique, aujourd'hui on parle politique avec des gros calibres. À ma droite, c'est Ekumani Wechi, que vous connaissez, de Sangaya Bana Congo. Et puis à ma gauche, nous avons le docteur Poula, UDPS Belux. Avec eux, on va essayer de parler politique. Mais je vais leur laisser le temps. Ils ont un message à apporter à la diaspora congolaise. Ils ont un message à apporter aux Congolais de l'intérieur. Avec eux, on va développer. Bonjour, Ekumani Wechi. Bonjour, Pasteur Bobo, et je profite de l'occasion pour présenter un grand bonjour à tous les compatriotes congolais en ce moment de transition très difficile. Comment se porte le Sarabala Congo? Nous nous portons bien. Nous sommes un appui spirituel pour ces combats qui n'ont que trop duré depuis le 15e siècle. Et nous sommes là pour appuyer nos politiciens sur le plan spirituel pour donner la direction à prendre. Il y a certains politiciens qui sont spirituels, il y en a d'autres qui ne le sont pas. Et nous sommes là particulièrement avec le docteur Poula pour apporter notre contribution. Bonjour, docteur Poula. Bonjour, pasteur. Comment vous portez? Je me porte bien. Comment se porte l'UDPS Belux? Ou non, UDPS, votre parti? Bon, l'UDPS se porte bien, mais se portera encore mieux. Mais il faut que nous puissions nous tous faire quelque chose pour que l'UDPS se porte mieux. Mais je voudrais dire que ici, je suis comme un homme d'État, un responsable politique au niveau des forces de progrès du Congo et même de l'Afrique. Et je peux même dire les forces de progrès au niveau mondial. On va vous laisser le temps, mais juste une question au pays. Demain, ça chauffe. Beaucoup de mouvements, beaucoup de groupes, le CLC, ils ont lancé un message par rapport à une grande marche. J'aimerais bien savoir votre lecture par rapport à la situation actuelle au Congo, votre lecture politique. Il est vrai que notre pays, pour le moment, est ravagé par l'un des conflits les plus meurtriers de l'histoire mondiale depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et il est vrai que le peuple congolais, les forces congolaises de progrès, les forces de progrès au niveau international sont debout en train de lutter pour renverser la vapeur, le rapport de force, afin que le Congo puisse jouer le rôle dont nous allons parler ici, et son rôle, son destin, sa vocation, non seulement pour le peuple congolais, mais non seulement pour la région des Grands Lacs, pour l'Afrique, mais même sur le plan mondial. Merci beaucoup, j'ai voulu ce temps. En tout cas, partout où vous êtes dans vos maisons, prenez vos bics stylo, c'est un peu comme un cours, mais ici, c'est des gros calibres. On va parler République démocratique du Congo. Ils ont un message à nous donner. On va leur laisser le temps. Le point central de l'émission de ce jour consiste à élucider, à expliciter le rôle d'épicentre que le Congo-Kinshasa, la République démocratique du Congo, doit jouer pour l'émergence de la culture du progrès et de la civilisation du 3e millénaire. C'est une deuxième émission
je vous fais rapidement un rappel pour rafraîchir vos mémoires. Le premier point concerne quelques éléments de la cosmogonie africaine. Là, je voudrais vous rappeler que la société africaine précoloniale avait comme système une social-démocratie, c'est-à-dire brièvement une société égalitaire où personne ne mourait de faim. Deuxième élément, le leader dans la société négro-africaine précoloniale était un tout. Il était en même temps un gestionnaire de la société, tant sur le plan profane que spirituel. La distinction entre le profane et le spirituel, c'est une distinction qui n'appartenait pas à notre société. Le chef de famille, le chef des clans, devait, chaque fois qu'il y avait un problème, lui-même prendre ses responsabilités, d'abord pour être un modèle dans la vie, et quand il y avait des problèmes, c'est lui-même qui s'adressait à l'au-delà, aux ancêtres, au Créateur, pour le glorifier, le louer, en même temps lui soumettre le problème qui angoissait les membres de la société, lui demander pardon et son secours. L'autre élément concerne la perception même de la personne humaine. La personne humaine était un être humain qui se posait en se proposant aux autres, en se proposant à autrui, en se proposant au monde, en se proposant à l'absolu. C'était aussi un tout dans toutes ses dimensions et dans toutes ses facultés, dimensions qu'on pouvait distinguer pour le besoin de la compréhension, conscience de soi, conscience d'autrui, conscience du monde, conscience d'absolu. Et dans toutes ces facultés, la faculté désirante, la faculté raisonnante, la faculté thymotique. Et ce modèle de société a eu son grand épanouissement dans la civilisation de l'Égypte antique. L'autre élément important que je voudrais évoquer ici, c'est le panafricanisme. Mais en partant d'abord de ces éléments que je viens d'évoquer, je voudrais demander à notre frère ami Ekumani Weki s'il a d'autres éclaircissements ou un enrichissement à apporter. Merci docteur de m'avoir donné la parole. Mes chers compatriotes, comme j'avais dit dans l'introduction ici, nous sommes à la croisée du chemin. Nous devons donner un sens à notre vie. Vous voyez bien dans tout ce que le docteur vient de dire, ça corrobore parfaitement à ce que nous vous avons toujours dit, que nous sommes des esprits, nous sommes ici dans la matière pour faire l'expérience de l'amour et de la justice.
Et comme le docteur l'a dit, et tout initié le sait, quand on pénètre la matière, il y a une symbiose qui se passe entre l'esprit et la matière. L'esprit vient spiritualiser la matière et en même temps la matière ascensionne vers l'esprit. Et nos aïeux, ils avaient cette connaissance-là. C'est comme ça que celui qui dirigeait, celui qui avait le leadership, comme disait tantôt le docteur, il était le leader de morts et de vivants. C'est-à-dire il interagissait avec la matière dense et en même temps avec la matière subtile. Parce que quand vous mourrez, on laisse cet habit qui n'est qu'un réceptacle, on le laisse et on porte un autre habit. Et on entre dans un monde spirituel que les Balouba appellent Musoko Amaboté. Donc, docteur, je suis très content de voir qu'un homme politique qui base sa vision du monde en le replaçant sur l'historique, sur sa cosmogonie. C'est ce qui nous fait aujourd'hui défaut. Nous importons des choses, mais voilà un monsieur formé qui comprend que la vision, notre cosmogonie était une synthèse de tout l'univers. Et l'homme était l'intercession. Je me réjouis de ça et je repasse la parole au docteur pour qu'il puisse continuer. Oui, et Koumani, ce que vous dites est très vrai. Je pourrais encore le formuler d'une autre façon en parlant de l'homme. L'idéal de l'homme, en fait, dans notre société, consistait en ceci. C'est l'esprit qui s'incarnait davantage et le corps qui s'est spiritualisé davantage. Donc, vraiment, cette séparation entre le profane et le spirituel, c'est quelque chose qui nous est totalement étranger, et c'est même étranger à la réalité, étranger à ce que l'homme doit devenir, à ce que la société doit connaître comme gestion. Je passe, avant de passer à d'autres éléments, le mot homme politique, ça me gêne un peu. Je souhaite qu'on m'appelle un responsable, un homme de progrès, un homme d'État. Puisque quand on dit un homme politique, je sais de quoi vous parlez. Vous-même, vous savez de quoi vous parlez. Mais l'opinion peut croire que c'est quelqu'un qui ne s'occupe que de la politique. La politique dans le sens occidental. Et cela risque de prêter confusion. Alors, je passe maintenant à l'élément concernant le panafricanisme. Cet élément est aussi important. Je voudrais le démontrer par un témoignage que j'ai eu. J'ai participé à une conférence donnée par le professeur Jean Ziegler, qui est très connu, professeur d'université, ancien président de la FAO, ancien parlementaire en Suisse, membre de la Commission des droits de l'homme de l'ONU. Il parlait devant à peu près 3000 personnes. C'était des sommités de cette société occidentale. Le thème de la conférence, c'était « La fin dans le monde, où est l'espoir ?» Sur les 3000 personnes qui étaient dans cette salle, nous étions 2 Congolais. À la fin de sa conférence, il a demandé qu'on lui pose des questions. Lui avait proposé la solution à la fin
qui est dans le monde, dans le combat que devaient mener les institutions internationales. Il y a eu deux questions. Une question posée par un membre de la société occidentale et la deuxième question venait de moi. J'ai fait l'éloge du professeur Jean Ziegler, avec qui nous nous connaissons très bien, pour tout son combat qu'il mène, pour le triomphe des causes nobles et justes. Mais à la fin, je lui ai dit, mais professeur, est-ce que vous ne voyez pas que tous ces problèmes que nous avons dans le monde relèvent d'une vision? Cette vision de l'homme unidimensionnel dont parle Herbert Marcuse, la vision occidentale. Cette vision n'est pas la même que chez nous en Afrique. Et j'ai expliqué cela. En donnant par exemple l'exemple de l'être humain qui est dans l'Occident, est un individu, c'est-à-dire un être humain qui se pose en s'opposant aux autres. Contrairement à ce que je viens de vous dire concernant la personne humaine dans la société africaine. Un être humain qui se pose en se proposant. Tandis que ici en Occident, c'est quelqu'un qui se pose en faisant tout pour son hyper-ego, l'individualisme. Et même au niveau des dimensions constitutives de la personne humaine, mettre en exergue surtout la dimension désirante et la dimension raisonnante, et mettre en brèche la dimension thymotique. J'ai expliqué cela dans cette conférence, et voici la réponse du professeur Jean Ziegler. Il a dit, docteur, l'espoir réside en Afrique. Je le dis ici avec des détails, puisque beaucoup d'Africains n'en sont pas conscients. Qu'est-ce que je relève ici au cours de cette émission brève de l'Afrique? Je voudrais, du panafricanisme, je voudrais relever deux éléments. Deux éléments qui m'ont beaucoup touché, qui m'ont beaucoup frappé. D'abord, c'est au niveau de la création en Afrique. Nous avons 3 fleuves. Le premier, c'est le Nil. Le deuxième fleuve, c'est le Congo. Le troisième, c'est le fleuve Djoliba. Quand vous suivez le trajet de ces 3 fleuves, vous êtes ébahi devant l'étrange découverte. Ces 3 fleuves naissent tout près de l'océan, mais au lieu de se jeter facilement dans l'océan, ces 3 fleuves se dirigent plutôt vers le continent. Et pas même de façon horizontale. Tous les 3 fleuves montent. Vous connaissez le trajet du Nil, vous connaissez le trajet du fleuve Congo qui monte jusqu'à aller atteindre l'apothéose vers la province orientale, la province de l'Équateur, et revenir après avoir irrigué, donné la vie à tous les peuples qui sont là, jusqu'à aller à l'embouchure. Le fleuve Djoliba, c'est encore extraordinaire. Source auprès de l'océan Atlantique, ce fleuve se dirige, tourne le dos à l'océan, se dirige vers le continent
et pas de façon horizontale, elle monte. Et ce fleuve monte et il n'est pas dérouté par le fait d'être délaissé par la forêt, la savane, la plaine. Non, ce fleuve s'en va, impétueux, imperturbable, affronter le sable du désert. Naissance donc en Guinée, jusqu'au Mali, et de Mali, après Bamako, ce fleuve commence à descendre vers le Niger, le Bénin et le Nigeria et se jeter enfin dans l'océan comme quelqu'un qui a rempli sa mission. Et je voudrais à cette occasion, mes chers amis, puisque j'ai été au Niger, j'ai vu dans les magasins, dans les marchés, des légumes, des fruits. Et chaque fois, j'ai demandé, mais d'où est-ce que ça vient tout ça? Non, docteur, ça vient du Niger, ça vient du fleuve Djoliba. Les noms changent d'après les régions. À certains endroits où on l'appelle même le fleuve des Noirs, le fleuve du sang, etc. Et j'ai demandé qu'on m'amène jusqu'à là. Je suis allé voir le fleuve et j'ai vu comment toute la vie de ces populations tourne autour de ces fleuves. Les flots de ces fleuves sont remplis des mythes, des divinités et des légendes. Et je me suis intéressé à un poème dédié à ce fleuve. Vous voyez, je vous ai dit que pour nous les Africains, nous formons un tout. Hein, la personne humaine avec autrui, avec le monde, avec l'absolu, avec soi-même, nous formons un tout. Voyez comment Fodéba Keïta, un poète guinéen, dans quel mot il s'est adressé à ces fleuves. Et ce poème est très court, permettez-moi de vous le rappeler ici. Et chaque phrase a un sens inouï. Il dit ceci: Djoliba, Djoliba, nom combien évocateur. Descendu des derniers contreforts de Fouta Diallo, tu viens t'associer, généreux et fécond, à la vie du paysan de Guinée. C'est toi qui, à travers d'innombrables méandres, apporte à chacune de nos plaines un message de paix et de prospérité. Tu t'es prodigué, Djoliba, à cette terre de latérite et de grès. Latérite et grès, c'est-à-dire cette terre pauvre. À cette terre de latérite et de grès pour que vive toute une race. Les bergers qui chaque jour promènent leurs troupeaux le long de tes bords verdoyants, te vénèrent tous et dans leur solitude te chantent sans relâche. Juchés sur les miradors de bambous, au milieu de vertes rizières qui s'étendent à perte de vue, dans des vastes plaines que toi, Djoliba, tu as fertilisées, les enfants, torse nus et maniant la fronde, fredonnent tous les matins ta chanson, la chanson du Djoliba. Coule donc, Djoliba, vénérable Niger. Passe ton chemin et poursuis ta généreuse mission à travers le monde noir. Tant que tes filons limpides couleront dans ce pays, Djoliba, les greniers ne seront jamais vides. Et chaque soir, les chants fébriles s'élèveront au-dessus de nos villages pour égayer le peuple noir. Tant que tu vivras et feras vivre nos rizières, tant que tu fertiliseras nos champs et feras fleurir nos plaines, Djoliba, les anciens couchés sous l'arbre à palabres te béniront toujours. Coule donc, Djoliba, va plus loin que toi-même, va au-delà, Djoliba,
va à travers le monde entier, va apprendre à l'humanité que l'amour, le bienfait désintéressé, apporte à la fois et aux donateurs et aux bénéficiaires le bonheur profond et éternel d'Yoliba. Voilà une des richesses de l'Afrique. Le deuxième élément du panafricanisme, ce sont les trésors qui nous viennent notamment des leaders des mouvements suivants. Simon Kimbangu, ses enseignements et sa prophétie. Patrice Emery Lumumba, ses enseignements. Son discours le 30 juin 1960, surtout dans la deuxième partie, où il dit, voilà, maintenant, il faut que nous montrions au monde ce que l'homme noir peut faire quand il est libre, etc. Et un autre leader, c'est Nelson Mandela, avec le panafricanisme multiracial. Et enfin, un autre leader, c'est Kwame Nkrumah, avec le panafricanisme noir. Voilà les éléments du panafricanisme. Et Koumani. Je suis impressionné par cette poésie, mais j'aimerais revenir sur 3 points. Le premier point, qui est dans la première partie, quand le docteur éprouvait un malaise qu'on lui appelle homme politique. Malaise que je comprends parfaitement bien, parce que dans la cosmogonie africaine, la spiritualité a 3 branches. Donc, les spirituels, nous sommes des esprits. Quand nous sommes sur la terre, nous devons cultiver des vertus. Et là, c'est les temples. Il y a des serviteurs dans les temples qui nous aident à comprendre ces vertus et ces valeurs. Ça fait partie de la spiritualité. Mais nous devons nous organiser, consommer les biens et services, bâtir une économie, comprendre les lois de la création. Et là, nous avons besoin des forgerons, des ancêtres des scientifiques d'aujourd'hui. La science fait partie de la spiritualité. Mais il y a certaines choses que nous devons léguer à certaines personnes pour qu'ils les fassent pour nous. Nous devons organiser une entité qu'on peut appeler État, voir comment cela s'organise pour gérer cette cité. Et c'est là que nous avons besoin des hommes d'État, des hommes politiques qui travaillent au service de la société. Et les 3, c'est de la spiritualité. Il n'y avait pas une dichotomie entre la politique qui relève du domaine terrestre et les temples qui relèvent du domaine spirituel. Parce que ça, c'est quelque chose que Saint Augustin a introduit lors de la défaite de Rome, parce que Rome, c'était la cité de Dieu, il ne pouvait pas être vaincu, et les barbares sont arrivés, ils ont vaincu Rome, les gens étaient catastrophés, et en ce moment-là, il a fait son livre, voilà, en vérité, la cité de Dieu, c'était la cité céleste, il a fait une cacophonie, parce qu'il y avait un problème. Mais dans la cosmogonie africaine, l'homme politique, c'est un homme spirituel. Alors, la deuxième chose que j'aimerais dire ici par rapport à la dimension résonante, désirante et la dimension timotique. Mes amis, c'est une grande sagesse que nous ayons avait de comprendre que l'homme est arrivé sur terre pour cultiver, pour être à l'image, je vais reprendre la parole des chrétiens, parce que nous sommes dans les micros du pasteur Bobo, il doit être à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc, faire sortir la dimension timotique de la gestion de la société, c'est ce qui a amené à la catastrophe de la civilisation actuelle.
les taux de divorce, l'avilissement de la femme, beaucoup de choses que je ne saurais dire ici parce que ils ont bâti un état de droit, mais un état de droit sans la dimension timotique, vous mettez dans les droits n'importe quoi. Donc, c'est comme ça que c'est une opportunité pour nous de revenir à cette conception de la personne, hein, c'est-à-dire quelqu'un qui s'impose pour s'offrir aux autres. Au lieu d'être dans une conception de l'individu, quelqu'un qui se pose pour s'opposer aux autres. C'est une frontière, la distance est très grande et commensurable. Et nous voulons justement bâtir cette société où, et moi j'ai toujours dit ça quand j'avais mon manteau pastoral, ta vie n'a de sens que quand tu es une bénédiction pour les autres. Et pour le troisième point du panafricanisme, le docteur l'a si bien dit, dans la spiritualité, le langage de Dieu n'est pas enfermé dans un livre. Le langage de Dieu, c'est la nature. Ce fleuve nous parle. Voilà un Africain qui a extériorisé le langage de ce fleuve qui nous parle de la nécessité du panafricanisme, de la nécessité de nous ouvrir pour être une bénédiction. Va plus loin. Le docteur l'a dit, je n'ai pas ces poèmes. Oui, va plus loin que toi-même, Djoliba, va au-delà, va même apprendre à l'humanité. Va même apprendre à l'humanité. C'est extraordinaire. Voilà l'Afrique, la vocation de l'Afrique. C'est notre vocation, d'aller plus loin pour porter à l'humanité la civilisation, l'humanisme transcendant. Et ça, c'est magnifique. Et voilà ces projets que nous portons, que nous voulons pour nos enfants et même pour les enfants des autres. Je n'aimerais pas monopoliser la parole. Docteur, je vous donne la parole. Merci beaucoup, Ekoumani. Nous parlons de la dimension timotique, peut-être que certains ne nous suivent pas. Il s'agit de l'habitacle des causes nobles et justes dans l'être humain. Et il y a des civilisations qui ont détruit cette dimension-là, cette faculté-là, et qui ont mis en évidence beaucoup plus la dimension désirante et résonante, alors que dans l'Afrique précoloniale, non seulement cette dimension était bien intégrée, bien assumée, mais régentée même, dirigeait tout le reste. Voilà. Et alors je passe au point suivant, c'est les résolutions de la conférence nationale souveraine. Et là, mes chers amis, vous avez le résultat de tout un combat héroïque mené notamment par l'UDPS, qui a pris naissance avant même la perestroïka, donc en 1980-1982, puisque la perestroïka est venue en 1987. Et puis en 1990, 1990, comme diraient les autres, toutes les forces de progrès du Congo se sont réveillées et c'est le combat d'ensemble qui a mené à la tenue de la conférence nationale souveraine. Les 2850 délégués à cette conférence ont refait toute l'histoire de notre pays. Et c'est sa cause profonde, c'est-à-dire l'absence d'un état de droit démocratique moderne, et ils ont trouvé une solution appropriée dans les résolutions qui sont les fondements d'un état de droit démocratique. Maintenant, là, j'ai terminé en ce qui concerne la cosmogonie négro-africaine. J'ai terminé ce que je pouvais dire brièvement sur le panafricanisme, sur la CNS. Je voudrais citer seulement maintenant quelques éléments positifs que nous tirons des autres civilisations, notamment la civilisation occidentale, la civilisation indienne, la civilisation chinoise, la civilisation japonaise, le modèle
de la social-démocratie contemporaine, le modèle américain, le modèle allemand, le modèle français. Voilà, Ecoumani. Oui, au fait, ce que le docteur est en train de dire, c'est comment allons-nous gérer l'après-CKO. Le docteur dit que nous avons, tous les Congolais se sont réunis à un moment donné de leur histoire. On a fait un travail de titan. On a produit un projet de constitution que devait soumettre au référendum. Mais on n'a pas seulement produit ces projets-là. On a également produit l'acte portant dispositions constitutionnelles relatives à la période de transition. Laissez-moi, mes amis, vous dire que cet acte a été signé par la Cour suprême de justice. Oui, c'est ça. Donc, la Cour suprême de justice a mis en exécution cet acte portant dispositions constitutionnelles relatives à la période de transition. Une fois, on aura débouté l'imposteur avec son système. Mais il serait malsain. Alors que les Congolais se sont réunis tous ensemble, nous avons défini un acte qui devait nous gérer pendant la transition, de faire fi à cela. Monsieur Laurent Désiré Kabila est arrivé, il a commencé par gérer les pays dans des décrets, alors qu'on était en plein processus de démocratisation. Donc, pour nous, la Kabylie, c'est une entre parenthèses malheureuse dans l'histoire de notre pays. Et si jamais nous accédons aux responsabilités, nous reviendrons dans cette période transitoire à l'acte portant dispositions constitutionnelles relatives aux périodes de transition, et on soumettra, évidemment, on prendra la constitution de la conférence nationale, qu'on va l'enrichir avec des différentes expériences ailleurs, pour que nous puissions avoir un ancrage durable dans cette civilisation du 3e millénaire. Donc, ne pataugeons plus. Nous devons être logiques, cohérents, parce que la constitution de la conférence nationale sera enrichie des apports de notre civilisation antique, des autres civilisations égyptiennes, de notre conception du monde, et ainsi on pourra répartir sur les bonnes bases. Docteur, je ne peux que vous féliciter et je m'inscris positivement dans cette perspective. Je vous renvoie la parole. Merci bien. Nous parlons, pour clôturer le chapitre de la CNS, tout le monde se rappelle du 16 février 1992. Voilà le forum pour lequel le peuple congolais a accepté d'aller jusqu'au sacrifice suprême en descendant dans les rues de façon massive quand M. Mobutu a voulu bloquer le déroulement des travaux de la CNS. Et notre pays compte des milliers de martyrs. Et cette date, demain, c'est une date qui sera inscrite en lettres d'or dans l'histoire de notre pays. Alors, je passe aux éléments positifs des autres civilisations. Vous voyez, la culture du progrès, la civilisation du 3e millénaire, c'est un ensemble qui conserve en les élevant dans une synthèse supérieure tous les éléments positifs issus de la cosmogonie négro-africaine précoloniale, tous les acquis positifs de notre histoire et aussi des éléments positifs des autres civilisations. Je commencerai par la social-démocratie contemporaine. Ceux qui ont déjà voyagé dans les pays scandinaves, ici en Europe, ont remarqué cela, ou au niveau de SPD en Allemagne.
Je citerai aussi le modèle indien à travers 3 personnes, Gandhi, Nehru et Amartya Sen. Nous avons lu abondamment sur ces 3 auteurs, 3 leaders, et il y a énormément d'éléments positifs que nous pouvons intégrer. Et je prendrai aussi, même pour la société occidentale en général, qui a mis en évidence la dimension la faculté raisonnante au niveau des sciences et de la technologie. Nous ne devons pas oublier cela. Je prendrai aussi le modèle français. Et là, vous savez que on appelle la France le pays des libertés et des droits de l'homme, puisque la Déclaration universelle des droits de l'homme s'est inspirée de ce qui est venu de la France en 1789. Je prendrai le modèle allemand comme tel. Un pays qui a été détruit 2 fois après la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, et ce pays se trouve aujourd'hui parmi les moteurs du progrès en Europe et même du progrès mondial. Cela doit nous poser des questions, cela doit nous interpeller. Et je prendrai aussi l'exemple du modèle français. Nous sommes un pays francophone. Ceux qui connaissent très bien les principes de la francophonie savent bien ce qui est dit là-dedans, qui est très positif. Je prendrai aussi l'exemple du modèle américain. Pendant plusieurs années, un pays qui détient le leadership mondial comme cela. Cela doit nous interpeller. Nous devons voir dans ce pays-là. Nous avons étudié ça de très près pour voir ce qui fait la force de ce pays-là. Le modèle japonais, comment un pays qui n'a pas de ressources naturelles et qui a mis en évidence les ressources humaines, comment ce pays fait parler de lui. Vous voyez, donc, nous avons tout cela ensemble. Mais maintenant, dans tout ça, c'est le Congo-Kinshasa qui a le destin et la vocation de mettre tout cela en musique pour l'émergence de cette culture du progrès et de la civilisation du 3e millénaire. Mes chers amis, réfléchissez en profondeur. Quelles sont les richesses qui manquent au Congo? Le Congo, c'est un pays béni par le Créateur et par la nature. Sa position même multigéostratégique au cœur de l'Afrique. C'est l'un des géants d'Afrique et du monde, mais le seul géant d'Afrique et du monde qui se trouve au cœur de l'Afrique et à cheval sur l'équateur avec 9 pays frontaliers. Deuxième pays en superficie par rapport à toute l'Afrique. Et quand vous entrez au Congo-Kinshasa, les richesses dont regorge le Congo-Kinshasa, ce pays ne peut être que l'un des pays émergents et à la longue l'épicentre de cette culture du progrès de la civilisation du 3e millénaire. Avant de détailler un peu quelques éléments de toutes ces richesses, je voudrais donner la parole à Tokumaï. Je prendrai la parole pour une dernière fois, comme ça le docteur pourra continuer et conclure. Vous voyez, mes amis, ici nous nous adressons aux partenaires.
nous sommes des hommes du progrès. Il est vrai que les progrès, on part de ses racines et on s'ouvre au monde. Comme dans la poésie du docteur tantôt en ce qui concerne le fleuve Djoliba. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Le Congo travaillera pour ses intérêts et garantira également des intérêts de ceux qui veulent travailler avec lui. Nous sommes des hommes du progrès. C'est comme ça que nous apprécions dans chaque civilisation, le docteur a relaté depuis l'Inde, en passant par la Suède jusqu'aux États-Unis, des points positifs, ou que peut-être nous n'aurons pas d'expertise dans l'immédiat, que nous allons solliciter. Donc nous ne vivrons pas en autarcie. Le Congo, ce serait dommage que les forces du progrès à travers le monde laissent le Congo dans ces situations, parce que détruire le Congo, c'est détruire toute la planète entière. N'ayez pas peur, nous vous tendons la main d'association pour que nous puissions ensemble bâtir notre planète partant des ressources qui se trouvent au Congo. Docteur, oui, je commencerai par une des richesses dont on ne parle pas beaucoup. Ce sont des richesses humaines. Le Congo, c'est un des plus grands centres du monde en ressources humaines, multiculturelles et multi-artistiques. Demain, mes chers amis, si nos efforts aboutissent aux résultats escomptés, ensemble avec le soutien des partenaires, nous demanderons à tous les fils du pays, spécialement aux étudiants, à la faculté des sciences, nous leur donnerons les moyens d'aller au niveau de leur village, d'aller interroger les anciens, les notables, les chefs des terres, sur tous les éléments constitutifs de leur culture. On dit en phénoménologie qu'une culture, c'est une manière d'être au monde. C'est un enrichissement incroyable. Il y a des gens qui voyagent pour aller voir ce qui se passe dans les autres cultures. Mais au Congo, nous avons plus de 450 tribus. Quelle richesse! Et ces étudiants viendront exposer cela au niveau de la faculté pour leur mémoire de licence. Les professeurs pourront les aider à synthétiser tout cela et les professeurs iront présenter toutes ces richesses culturelles au niveau du Parlement et cela pourra être soumis à la population pour faire partie du livre du savoir-vivre et même des institutions du pays. Richesse multiculturelle, richesse multi-artistique, c'est énorme. Une autre richesse à laquelle on ne pense pas beaucoup, c'est le bassin du Congo. Il y en a qui ne savent pas que le bassin du Congo, c'est le deuxième poumon écologique du monde, de la planète. Mes chers amis, si Dieu nous fait grâce, le Congo ne pourra plus importer des médicaments. Nous avons dans cette forêt-là des plantes, on dirait que Dieu a tout prévu pour soigner, pour prévenir des maladies. Dans toutes ces plantes-là, dans tous ces arbres-là, vous avez des principes curatifs, des principes préventifs des maladies. On donnera des moyens à la faculté de pharmacie
pour la recherche, pour qu'on trouve tout ce qui est là-dedans. Les réactifs, on va équiper les laboratoires pour que le Congo puisse devenir un des grands centres de recherche au monde et d'innovation. Je pourrais voir aussi et parler aussi du domaine agricole. Le Congo a plus de 120 millions d'hectares de terres arables capables de nourrir un tiers de la population mondiale. Et quand on sait qu'au Congo aujourd'hui, on meurt de faim, c'est le paradoxe des paradoxes. Et il y a aussi, bien sûr, l'hydrographie, le grand fleuve Congo, avec tous ses affluents. Il y a des lacs, il y a le défi écologique, il y a le défi énergétique, le défi minier. Donc le Congo a tout. Nous pourrons développer cela plus tard au long au large. Cela signifie que nous avons le destin, nous avons une vocation, nous avons le devoir, non seulement envers notre peuple, mais non seulement envers la région des Grands Lacs, l'Afrique, mais envers l'humanité tout entière. Voilà ce que j'avais à dire. Le Congo a tout, ça a été la conclusion du docteur Poula, mais moi j'ai une question par rapport à cela. Que dire des autres pays, États-Unis, Australie, Russie, Chine, par rapport aux richesses, l'Angola aussi, nos voisins l'Angola et les autres. Que dire, quand on dit que le Congo a tout, c'est comme si les autres pays n'ont rien. Et eux, ils en profitent pour nous piller parce qu'on a tout. Oui, mais Pasteur Bobo, ce n'est pas seulement la faute des autres. C'est d'abord, puisque nous-mêmes, nous ne sommes pas conscients de ce que nous représentons, de ce que nous sommes, et comment il faut nous mettre nous-mêmes en valeur comme partenaires crédibles face à tous ces autres partenaires. Et c'est normal que tout le monde vienne là où on voit qu'il y a beaucoup plus de richesses, etc. Mais c'est à nous de savoir négocier, puisque ces biens-là, ce sont des biens qui débordent les aspirations profondes et légitimes du monde. Nous disons ceci, et là le monde entier doit nous entendre très bien. Dieu ne peut pas avoir mis tant de richesses dans un seul pays, uniquement pour ce peuple-là. Nous voulons partager cela. Et Koumani l'a dit, n'ayez pas peur. Nous voulons négocier pour que cela puisse servir à tout le monde. Mais ce qui arrive, c'est que ceux qui sont au pouvoir trahissent le peuple et trahissent même leur rôle. Ils permettent aux autres de venir faire un pillage illégal et systématique de nos richesses et eux ne perçoivent que des commissions. Ça, c'est très regrettable. Pardon, je voudrais ajouter, vous savez que le Congo, au niveau minier par exemple, parce que je ne suis pas entré dans les détails, le Congo a des minéraux, plus de 50 minéraux. Jusque-là, on n'exploite qu'une dizaine, 50 minéraux, parmi lesquels vous avez des minéraux stratégiques, des minéraux critiques et des terres rares. Si les forces de progrès du monde, les décideurs internationaux nous soutiennent dans notre combat, le combat des forces de progrès du Congo, le combat du peuple congolais, nous accédons au pouvoir, mais nous allons gérer cela pour toute l'humanité. Nous ne représentons aucun danger pour n'importe qui, puisque nous n'allons rien perdre. Mais que le peuple congolais puisse
aussi y trouver sa part et que l'humanité puisse y trouver sa part. On va terminer ici. Et comment devait-il le Congo à tout? C'est une question que j'étais avec vous à la conférence il n'y a pas longtemps. La même question s'est posée. Que dire des autres pays? On dit le Congo à tout. C'est pas pour nous bercer un peu. Les États-Unis d'Amérique, ils ont beaucoup de richesses. L'URSS, la Chine et les autres, on dit le Congo à tout. Ce que nous avons de plus important, c'est la vision du monde. C'est notre vision qui est singulière par rapport à tous ces pays-là. Tous ces pays vivent dans une dimension désirante et dans une dimension de rationalité de ce qu'ils désirent au niveau de la production. Mais nous allons apporter au monde un humanisme transcendant. C'est le Congo est plus riche que les autres pays, potentiellement. De ce point de vue-là, oui. Nous sommes uniques. Oui, oui. Je pourrais même dire, nous sommes des enfants de Dieu, des prêtres de l'humanité. Avez-vous fait des richesses par rapport aux autres pays? Tu connais un pays où il y a la prêtrise? Où les hommes politiques parlent de Dieu comme nous parlons comme ça? Où nous allons mettre... nous n'avons pas... dans le Congo de demain, le Dieu, le Créateur, sera au centre de notre développement. Et ça, c'est la singularité congolaise. C'est la particularité congolaise. Et de ce point de vue-là, nous sommes une chance, pour ne pas dire une grâce pour l'humanité. Pardon, pasteur. Là, vous nous demandez d'ajouter quelque chose. Et remarquez, vous savez que les recherches archéologiques faites par les non-congolais ont découvert, par exemple, que les pharaons qui sont allés bâtir la civilisation de l'Égypte antique sont partis du Congo, notamment du Kassai. Que les mathématiques ont été découvertes à Ishango, dans le Katanga. Et au niveau de la civilisation de l'Égypte antique, vous savez que jusqu'à présent, tous les savants, tous les experts, tous les chercheurs du monde n'ont pas encore découvert le secret qui se trouve dans le fait des produits avec lesquels on a pu embaumer, garder les pharaons jusqu'à aujourd'hui. Merci beaucoup, ça c'était vraiment votre mot de la fin. On termine ici, merci beaucoup. Le secret où on a embaumé les pharaons, c'est garder secret des recherches, peut-être plus tard on pourra les découvrir. C'est un plaisir d'écouter. Je vous laisse encore réécouter. J'avais dit 2 poids lourds. Réécouter ces messages. Merci, à la prochaine. Merci beaucoup, pasteur. Merci, pasteur Bobby, on reviendra.